Alors les différents usages en fonction des phases, j'ai abordé sur une diapositive synthétique ce problème. Dans les stades 1, cancer très peu évolué, pas de chimiothérapie. Dans les stades 2, cancer un petit peu plus évolué, pas de chimiothérapie adjuvante, enfin après l'intervention chirurgicale, sauf dans des cas particuliers où on a quelques raisons de penser, quand on n'a pas examiné suffisamment de ganglions, qu'on a peut-être pu laisser passer un stade plus évolué, ou qu'il y a des signes, ce qu'on appelle de mauvais pronostic. Dans ces cas-là, ça se discute au cas par cas et on juge collégialement s'il faut faire une chimiothérapie ou pas. En revanche, dans les stades 3, c'est-à-dire lorsqu'il y a des ganglions envahis par la tumeur, même s'il n'y a pas de métastase ailleurs, il faut absolument faire une chimiothérapie et la plus efficace possible. Car c'est démontré que cela réduit notamment non seulement le taux de récidive, mais ça allonge très significativement la survie des patients, ça guérit plus. Et il faut faire une chimiothérapie également chez les personnes en relativement bon état général qui sont métastatiques, parce que d'une part, ça peut permettre d'opérer à visée curative, donc de guérir des métastases un certain pourcentage de patients qui n'étaient pas opérables d'emblée parce que les métastases étaient trop grosses ou mal placées. Et puis d'autre part, ceux qu'on n'arrivera jamais à débarrasser de leurs métastases, ça leur permet de vivre suffisamment, enfin beaucoup plus longtemps et de façon relativement confortable, c'est-à-dire avec une qualité de vie correcte. Alors, c'est une vaste question, celle de la susceptibilité des patients, susceptibilité individuelle des patients à la chimiothérapie. Je ne vais pas détailler les effets indésirables, les effets secondaires de chaque traitement, ils sont nombreux et spécifiques à chaque produit de chimiothérapie, mais c'est vrai que la fatigue est quelque chose de commun. Alors ce qui fatigue, c'est d'une part la maladie, et puis le stade au départ, c'est ce qu'on appelle l'état général. La maladie peut avoir déjà retenti sur l'état général des patients, et donc la chimiothérapie entraîne une fatigue plus importante chez eux. D'ailleurs, on s'interdit de faire de la chimiothérapie aux personnes qui ont un état général trop dégradé, parce qu'on est certain qu'ils n'en auront que les désavantages et pas les avantages. Alors, les effets secondaires, ceux qui étaient les plus gênants, c'était essentiellement les vomissements, les nausées, et peut-être pire encore les nausées. Quand on vomit, on se libère l'estomac. Quand on a des nausées, on a des symptômes pénibles tout le temps. Et il y a eu de nouvelles classes de médicaments contre les vomissements qui sont pratiquement, mettons, à 90% efficaces, et qu'on donne avant et qu'on renforce après la chimiothérapie s'il y a quand même des petits symptômes qui arrivent. Alors pourquoi seulement dans les cancers du rectum utilise-t-on la radiothérapie? C'est que la radiothérapie est un traitement essentiellement local, loco-régional, et un des grands problèmes avant du cancer du rectum était le taux de récidive local, qui était tout à fait pénible pour les patients. Et on s'est aperçu que la radiothérapie, elle ne diminue pas le risque de métastase, elle ne diminue pas le risque global de décès, mais elle diminue énormément le taux de récidive locale. Et voilà pourquoi on l'emploie. Alors pourquoi on ne l'emploie pas dans les cancers du côlon? On aurait pu, ça aurait pu marcher, ça a été déjà essayé, mais ça n'a pas fait la preuve de son efficacité, étant donné qu'il y a beaucoup d'intestins grêles dans le champ d'irradiation. Lorsqu'on irradie un cancer du côlon, ça donne en plus de complications, donc la balance le bénéfice est quasiment nul et il y a plus de risques.